Bonsoir et bienvenue aux Oscars des entreprises 2014, des entreprises costarmoricaines. Une émission en direct sur Armor TV, l'occasion de mettre à l'honneur le dynamisme des entreprises costarmoricaines. Et comme nous ne pouvions inviter les quelques 20 000 entreprises, nous en avons choisi 5, ou plus exactement un jury en a choisi 5. 5 entreprises qui se distinguent par une croissance exceptionnelle ou une capacité à l'innovation dans les sciences et technologies, un fort développement à l'international, un engagement au profit du développement durable, un prix spécial du jury également, inclassable, qui justement compile plusieurs de ses atouts. L'association des Oscars, composée du Conseil général des Côtes-d'Armor, de la Chambre de commerce et d'industrie, de l'Ordre des experts comptables, de Côtes-d'Armor Développement et de la Caisse des Côtes-d'Armor du Crédit Agricole, a présélectionné plus de 80 entreprises costarmoricaines et un jury de 20 personnes présidé par Serge Cordon, le directeur général de Cordon Electronics, a donc retenu 5 lauréats récompensés ce soir. Pour commencer cette soirée, j'invite Jean-Yves Carrier à me rejoindre, également Serge Cordon, si vous voulez bien rejoindre la scène, et Monique Leclésio également pour le Conseil général. Jean-Yves Carrier, vous pouvez venir par là si vous voulez, comme vous choisissez. D'accord, je vous attends. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Oscars, on va se mettre en lumière. Vous êtes le président des Oscars des Côtes-d'Armor. Tout à fait. C'est la deuxième édition qu'on fait cette cérémonie. Et voilà, c'est la deuxième édition, parce que la première a eu lieu à peu près à la même époque l'an dernier, donc à Langueux, et donc nous sommes très heureux de réaliser cette deuxième édition. Est-ce que vous vous souvenez des lauréats de l'an passé? Petite colle dès le début. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, je les ai revus avec plaisir tout à l'heure. Donc, les lauréats étaient Marie Morin, l'entreprise E-Tech, et l'entreprise Boréal, l'entreprise Keopsis. Oui. Et puis, le dernier, c'était une femme, souvenez-vous. C'était l'entreprise Grand Ouest Étiquette, qui est juste en face de moi, Madame Rowe, avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Donc, encore un grand bravo pour ces 5 lauréats l'an dernier. Ce sont des lauréats qui ont participé au jury cette année aussi? Alors, bien entendu, cette année, ils se sont prêtés au jeu, donc ils sont passés de l'autre côté de la barrière, et donc ils ont participé au jury, donc sous la présidence de Serge Cordon. Quelle est la philosophie des Oscars? Rappelons pour ceux qui n'ont pas suivi l'édition l'année dernière, au-delà de la bonne humeur. Alors la philosophie des Oscars, je crois que si on devait la résumer en un seul mot, c'est encourager. Encourager les entreprises, parce qu'on a tous estimé que dans le département, il y avait beaucoup d'entreprises à la fois performantes, prometteuses, qu'on devait encourager. On a constaté aussi que dans cette période de mutation, qui n'était pas forcément évidente à gérer, les entreprises donc, avaient fait mouvement pour se développer, pour trouver de nouveaux marchés, pour innover, pour aussi gérer au mieux leurs charges, et tout simplement pour créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, préserver de l'emploi. Donc ça, c'est aussi un point qu'on voulait souligner. Et puis encourager les entreprises, parce qu'on sait que créer une entreprise, c'est une action qui est toujours qui demande du courage, qui demande de l'abnégation, qui demande de la persévérance. Les entreprises ne sont pas toujours suffisamment connues pour ces qualités qu'il faut avoir. Et au travers de ces Oscars, nous voulons aussi mieux faire connaître les entreprises, faire en sorte qu'elles soient mieux comprises par le grand public. Et donc c'est un objectif qu'on cherche à atteindre. Avec l'association des Oscars. Alors, avec l'association des Oscars, et cette année donc nous a rejoint avec un grand plaisir donc ERDF, et qui est ici représenté par Jacques Mallet. Et donc on est très heureux d'accueillir ERDF donc autour des membres fondateurs. ERDF qui a aussi participé donc au jury, qui nous a apporté toute sa connaissance évidemment du tissu entreprise du département et au-delà. Alors là on parlait justement du jury. Vous pouvez nous détailler un petit peu qui a choisi alors vous avez présélectionné 80 entreprises. Ensuite, le jury, qui y a dans ce jury? Alors les partenaires, effectivement, identifient des entreprises qui nous paraissent rentrer dans le cadre fixé au travers des prix que vous avez décrits sur le développement international, sur le développement durable, sur l'innovation et la technologie, sur la croissance, et puis il y a aussi un grand prix du jury. Et ensuite, il y a donc un jury qui est composé de représentants du monde économique, de représentants du monde des médias, de représentants du monde de la recherche et de l'enseignement, en quelque sorte un jury représentatif de tout le tissu qui nous entoure et qui donc
porte des regards croisés sur les entreprises et permet donc, après des débats qui ont été houleux et animés par M. Cordon, d'identifier les entreprises. Donc chacun défend bien sûr les entreprises qui lui paraissent rentrer dans le cadre. Et donc il faut 2 séances pour arriver à dégager, mais à la fin il y a un consensus qui se dégage et pour arriver à dégager les lauréats. Il y a encore un vivier d'entreprises lauréates alors pour les années prochaines. Je pense que là effectivement on n'a aucune crainte. Alors je discutais avec un collègue Pierre Barrel ici présent qui avait la chance de participer aux Oscars dans le département voisin la semaine dernière. Ça existe depuis 28 ans, donc on a bon espoir que dans les Côtes-d'Armor, dans 28 ans, on parlera encore des Oscars, et puis on a bon espoir aussi que dans 28 ans, on ne sera pas dans cette salle-là, mais dans la salle à côté, puisque je pense que petit à petit, on aura aussi drainé de plus en plus de monde, et donc le succès se confirmera. Vous avez choisi Serge Cordon pour présider ce jury. Alors les 5 partenaires étaient unanimes, bien entendu, sur le choix de Serge Cordon. Serge Cordon, je crois que son entreprise est emblématique et ce qu'il a fait est tout à fait révélateur. C'est l'autodidacte en quelque sorte et qui a construit un groupe qui est aujourd'hui un des plus gros groupes bretons et même national et dans sa spécialité même au-delà de national, il est même international. Une entreprise qui est partie, il le dira sûrement, mais une toute petite entreprise et puis qui aujourd'hui est une grande entreprise. Donc il nous paraissait extrêmement légitime pour assurer la présidence de ces Oscars et donc on était très honorés et très heureux donc qu'il ait accepté cette présidence. Je vais vous laisser le micro, Serge Cordon. Bonsoir. Vous présidez ce. Mettez-vous ici, Jean-Yves Carrier. C'est donc vous qui présidez ce jury. Donnez-nous quelques indications pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, s'il en reste quelques-uns, au moins des téléspectateurs d'Armor TV. Oui, enfin, les gens me connaissent comme footballeur au départ. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu un homonyme Cordon. Je le connaissais en tant que footballeur. Et puis, en fait, voilà, donc je suis connu pour ça, dans cette région. Et puis, autrement, par l'entreprise, donc, c'est 1600 employés. Avec une progression fin d'année, j'espère, de 2000 personnes. Je pense que c'est presque fait, quoi. Vous avez failli vous donner le prix de la croissance, c'est ça? Non, je préfère donner les prix. Moi, j'aime pas être honoré. Voilà. Mais c'est déjà un grand honneur d'être le président. Très bien. 2 mots sur le jury. Comment ça s'est passé? On a dit 2 séances de discussion. Il a fallu arbitrer. C'était compliqué ou alors les choses se sont dessinées assez simplement? Non, c'est compliqué de choisir. C'est là. En fait, les entreprises ne le savent pas. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas quelqu'un qui demande un prix. Oui. C'est donc et c'est difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, c'est l'agroalimentaire qui ressort. Donc, on veut pas donner qu'à l'agroalimentaire. Et en fait, il y a plein de multitudes d'entreprises, une diversité d'entreprises intéressantes. Très bien. Je vous propose tout de suite de regarder un film justement qui va montrer cette diversité, une rétrospective de l'année 2013 en Côtes-d'Armor. Le début de l'année s'ouvre sur une bonne nouvelle. Le département a confirmé sa dynamique démographique en passant le cap symbolique des 600 000 habitants. Une croissance de 4% qui s'affirme recensement après recensement depuis plus d'une dizaine d'années. Elle constitue la condition d'un développement global de notre territoire qui n'a pas été épargné par les mutations économiques auxquelles nous sommes confrontés. Pour autant, les fondamentaux de notre économie locale ne sont pas touchés par ces tendances. Les chiffres du commerce extérieur sont positifs, avec une balance commerciale excédentaire, une progression des exportations de près de 1,4%. Les investissements progressent de 5%, la consommation des ménages également en augmentation de 2%. Mais d'autres indicateurs sont mal orientés, en premier lieu le chômage dont la progression se poursuit et atteint 9,7%. Si l'été ensoleillé est arrivé à point nommé pour un secteur d'activité stratégique pour le territoire qu'est le tourisme, il ne suffit pas à relancer une dynamique que l'ensemble de la Bretagne cherche à recréer. En s'appuyant à la fois sur l'attractivité de nos paysages naturels, la force de notre identité, mais aussi sur la modernisation de nos infrastructures ferroviaires, les Côtes-d'Armor ont toute leur place dans les destinations touristiques bretonnes. Avec 22 millions de nuitées comptabilisées en 2013, c'est un secteur économique majeur au même titre que le pôle agricole et agroalimentaire qui résiste.
Des situations contrastées, un secteur avicole qui souffre, notamment dans le sud du département, alors que l'abattage bovin reste stable par rapport à 2012 et l'abattage porcin progressant de 0,5%. Par ailleurs, des initiatives marquent le territoire. Les collectivités locales confirment leur volonté d'investissement en 2014 et dans les années à venir. De nouvelles unités de production se montent, comme à Lanvalet pour les célèbres biscuits Gavotte, ou encore un projet de plateforme logistique se précise à Plaintel. Dans le même temps, le consortium Elle Marine confirme sa volonté de construire le champ d'éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc. Plus largement, la démarche Agir ensemble pour le Nord-Bretagne a recensé une centaine de projets dans le département, dans le domaine de l'enseignement supérieur, des infrastructures économiques et des équipements touristiques, portuaires et de la recherche, et devraient voir leur réalisation d'ici 2020. Innovation internationale, diversification économique, anticipation, solidarité sont autant de mots qui aujourd'hui plus qu'hier ont tout leur sens. Cela doit être le quotidien des entreprises et des collectivités qui les accompagnent. Monique Leclésio. Très bien, prenez un micro. Monique Leclésio, pour le Conseil général. Bonsoir. Bonsoir. On voit la diversité là, des entreprises dans ce clip, justement, avec ces images réalisées tout au long de l'année pour Armor TV, pour le journal quotidien. On est vraiment au cœur des préoccupations des costarmoricains. C'est vraiment ça, le département. Vous le reconnaissez ici? Effectivement, la vidéo, le clip montre très clairement ce que nous découvrons lorsque nous parcourons le département des Côtes-d'Armor. Et ce qui vous a marqué, je crois, la diversité des secteurs d'activité dans lesquels les entreprises sont situées dans ce département. Et je crois que c'est important de pouvoir identifier au cours d'une soirée comme celle-là cette diversité qui n'est pas toujours perceptible. D'autres éléments apparaissent dans cette vidéo et dans ce film qui sont extrêmement importants et que l'on doit avoir en tête collectivement. C'est d'abord l'évolution de la population. Nous avons dépassé les 600 000 habitants. Je crois que c'est un pas important, ce qui montre l'attractivité de ce département. Et cette attractivité, elle n'est pas que celle de populations qui souhaitent venir résider, même si cela en fait partie. C'est aussi un lien très fort avec le dynamisme des entreprises, parce qu'en général, quand on choisit de venir sur un territoire, c'est aussi parce qu'il y a de l'emploi et parce que les entreprises innovent, vont de l'avant. Moi, j'ai noté dans ce film également un ou deux éléments qui sont importants. Dans un moment où peut-être la question de l'emploi, qui effectivement est une préoccupation collective et pour laquelle il est important que et les entreprises et les collectivités locales, l'ensemble des structures se mobilisent pour trouver des solutions, et notamment pour les personnes les plus âgées. L'emploi des seniors est une vraie question. Pour nous, il nous paraît important de pouvoir mettre la lumière sur les réussites, et notamment sur l'innovation, qui est clairement mise en lumière. L'innovation, mais également l'engagement à l'international, une balance commerciale positive, qui doit nous encourager, doit montrer qu'effectivement les entreprises sont ambitieuses, se positionnent sur ces secteurs. Vous parlez de l'international, je vous coupe. C'est vrai que parfois, on va encore l'entendre sûrement ce soir, certaines entreprises sont plus connues à l'étranger qu'ici, en Côtes-d'Armor ou qu'en Bretagne. Est-ce particulier aux Côtes-d'Armor, à la Bretagne? Je crois que c'est un petit peu le lot commun. Certaines entreprises, parce que elles travaillent d'abord en interne, elles travaillent avec leurs clients. Leurs clientes sont souvent, notamment quand il s'agit de l'international, à l'extérieur, et leur notoriété est souvent plus importante à l'international qu'à l'intérieur même du département, parce que je crois que, et vous êtes là, chef d'entreprise, à pouvoir en témoigner, le fait qu'on n'est pas forcément en permanence à l'extérieur de son entreprise, on est d'abord avec ses clients et avec ses équipes pour pouvoir apporter la satisfaction de ce client. Autre élément que je souhaitais mettre en lumière, peut-être, c'est un point qui me paraît essentiel, qui est valorisé dans ce film, c'est notamment l'avenir.
Et un point essentiel, nous sommes dans une période très particulière qui est celle de la préparation des prochaines contractualisations sur les fonds européens, sur le contrat de plan entre la région et l'État. Et je voulais saluer Michel Morin qui est là avec nous ce soir, mais également d'autres contractualisations entre la région et les territoires, dans lesquelles à la fois les acteurs économiques représentés par leurs structures, les collectivités départementales, les agglomérations se mobilisent. Et tout à l'heure a été évoqué le travail qui a été initié dans les Côtes-d'Armor entre tous pour agir ensemble pour le nord de la Bretagne, et notamment la volonté d'identifier des projets, qu'ils soient dans l'enseignement supérieur, qu'ils soient dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement économique, dans le développement des infrastructures, pour faire en sorte que nous puissions les positionner dans ces prochaines contractualisations pour accompagner le développement du département. Alors c'est vrai, Jean-Yves Carrier, on a là dans le clip, on voyait, prenez un micro s'il vous plaît, on voyait une centaine comme ça de projets notés qui seront réalisés d'ici 2020. On est plus sur cette perspective-là, un peu positive, même si 2013 a été compliqué, on ne va pas non plus se mentir. Oui, effectivement, je crois quand même le Clésio soulignait bien, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de bonnes nouvelles que depuis 5 ou 6 mois, quand on voit ce qui est passé dans le clip, entre Elmarine, Bretagne Grande Vitesse, le haut débit, les entreprises qui vont investir aux 4 coins des départements, et on en verra ce soir. Tout ça, je crois que ce sont des bonnes nouvelles, donc ça ne peut que nous inciter à l'optimisme pour les années qui viennent. D'accord. Serge Cordon, le regard que vous avez justement, vous, en tant qu'entrepreneur, sur cette économie aussi du territoire, ici, en Côtes-d'Armor? Oui, ici en Côtes-d'Armor, en fait, bon, c'est la crise comme partout, mais il faut rester, nous, chefs d'entreprise, courageux et dynamiques pour avancer et au-delà de nos frontières, c'est sûr. Quelles sont les clés pour vous? On va voir avec nos lauréats au fil de la soirée justement comment ils ont réussi à surpasser certains problèmes. Quelles sont les clés pour vous d'une réussite ou d'une entreprise qui va bien? Bien, en ce moment, je crois que c'est l'innovation, être en veille et toujours être très réactif, et même dans n'importe quel métier, quoi. Il faut même, apparemment, s'il n'y a pas d'innovation à avoir, si c'est possible, et pour se différencier des autres. D'accord. L'innovation, ça peut être accompagné aussi. Il y a des structures qui accompagnent. Je vous en prie. Oui, effectivement, dans le département, plusieurs structures accompagnent les entreprises dans leur démarche d'innovation, à la fois les plateformes technologiques, mais aussi la recherche, qui, dans le cadre de projets collaboratifs, peut être un des partenaires des entreprises, et puis les collectivités locales, que ce soit les collectivités régionales ou départementales. Nous avons un certain nombre de dispositifs pour permettre d'accompagner cette innovation dans les entreprises. Et je crois que c'est essentiel qu'on puisse effectivement se mobiliser pour faire réussir les projets qui aujourd'hui sont en train de germer dans les entreprises. Est-ce qu'il faut parler et regarder en termes de territoire? C'est vrai que on peut penser à Lannion et ce territoire tourné vers les télécoms, vers la fibre optique. Est-ce qu'on parle aujourd'hui en termes de territoire ou est-ce qu'on parle vraiment en termes de Bretagne ou même plus du tout et on est sur des marchés internationaux et c'est vers ça qu'il faut aller selon vous? Allez-y. Je pense que c'est des marchés internationaux, mais ça n'apportera aux Côtes-d'Armor. Si le siège est aux Côtes-d'Armor, ça va apporter justement une meilleure rentabilité parce que les structures vont être absorbées. Non, au contraire, il faut aller à l'extérieur. Très bien, c'est votre regard aussi sur le monde. Je crois qu'effectivement, les deux clés sont à la fois les marchés internationaux et l'innovation. Et je crois que c'est d'ailleurs un des facteurs de résistance des Côtes-d'Armor. Le tissu d'entreprise a bien résisté parce qu'il y a une vraie culture de l'export. On parlait du chiffre du commerce extérieur. Je crois que les Côtes-d'Armor sont au premier rang breton en termes de commerce extérieur, avec 145 millions d'euros d'excédent. Et ça a certainement contribué à maintenir le tissu et à résister pendant cette période de crise. Et puis l'innovation aussi, c'est une des clés, on le sait. C'est vraiment le travail de long terme. Donc il faut vraiment travailler sur ces domaines. Et il y a tous les dispositifs nécessaires pour aider et l'export et l'innovation au travers des structures qui existent dans le département. J'ai eu le temps de faire un petit rendez-vous tout à l'heure, et je vais le dire parce que j'ai vu une entreprise, on m'en avait parlé, Loop, à côté, et je crois qu'ils participent là. Loops. Et oui. Eh bien, magnifique. Il faut travailler avec eux. Voilà. Ils font la lumière ce soir. Voilà. Non, ils ont vraiment un petit peu. Ils sont en veille permanente. Je crois qu'ils vont aller loin.
Et ça donne envie de les faire travailler. Tout le temps, vous êtes déjà marché. Il ne faut jamais arrêter. Passer des contrats. Fantastique. Merci beaucoup pour ce regard positif et vers l'avenir, en tout cas, de l'économie costarmoricaine. Je vais vous demander de rejoindre la salle pour commencer la cérémonie et la remise des prix de ces Oscars. Je vais demander pour cela à Roger Andrieux de me rejoindre pour remettre le prix de l'innovation des sciences et technologies. Voici votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la caisse du département des Côtes-d'Armor du Crédit Agricole. Quand on parle innovation, sciences et technologies, un prix comme ça vous évoque quoi? On parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La philosophie de ce prix, c'est mettre en valeur les entreprises qui innovent, qui ont une posture d'innovation permanente et maîtrisée, qui ont cette capacité à mettre des moyens importants pour la recherche-développement, qui aussi son observation, qui écoute, qui collectivement répondent aux besoins des entreprises, anticipent sur leurs besoins, apportent de la valeur ajoutée d'abord à elles-mêmes en innovant, oui, et aussi à leurs clients. C'est les facteurs ajoutés, et qui s'inscrivent aussi dans une démarche, développement durable, avec les évolutions sociétales que nous connaissons. Alors c'est vrai que l'innovation, ça peut être pour développer en interne, pour réduire ses coûts de production. Bien sûr, ou ça peut être pour des clients, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'innovation. Je pense que les deux sont complémentaires, sont nécessaires. Une bonne innovation, c'est celle qui apporte de la valeur ajoutée, bien sûr, aux clients, et qui, par le fait même, permet de réduire les coûts, optimiser les charges et pérenniser l'entreprise. C'est aussi de garder cette longueur d'avance de l'entreprise qui lui permet d'être, par rapport à ses concurrents, et de pérenniser l'entreprise, d'être là demain. En tant que président justement de la Caisse des Côtes-d'Armor du Crédit Agricole, quel regard vous avez justement sur ces entreprises, sur l'innovation? C'est des choses que vous portez? Oui, bien sûr. Alors, nous accompagnons beaucoup d'entreprises dans le département, et pas que celles qui innovent, mais surtout celles qui innovent. Je crois qu'elles sont aussi facteurs de création de richesse, de création d'emplois. Le Crédit Agricole, comme vous savez, c'est une banque coopérative dont le siège est dans les Côtes-d'Armor. Donc cette proximité nous met en responsabilité encore supplémentaire par rapport à ces entreprises. Mais au-delà du financement, je crois que nous avons aussi un rôle de conseil avec nos métiers, avec nos experts, et aussi, je pense que de créer des synergies avec les partenaires, pour faire en sorte que, au travers de ces réseaux, les entreprises communiquent et créent cette valeur, cette richesse. On a la chance aussi d'avoir sur ce département 1000 salariés et 530 administrateurs sur le département. On aime bien les chiffres. Donc c'est aussi 1700 personnes qui sont en réseau sur le territoire, qui remontent l'information, qui font passer l'information. Je crois que ça, c'est une richesse aussi de l'entreprise, au service de ces entreprises et cette création de valeur. Bon, très bien. Donc vous n'êtes pas qu'un accompagnant financier, c'est ça? Je pense qu'on va au-delà, parce que nous, élus aussi, on a cette volonté de dynamiser le territoire, cette création d'emplois. On vit ici, donc on est intéressé à cette richesse créée et ces emplois. Et dans cette période actuelle, je crois que c'est une problématique que nous partageons et sur laquelle nous sommes très, très vigilants. Alors on va découvrir, c'est vous qui allez annoncer le lauréat justement des prix des sciences et technologies. C'est une entreprise que vous connaissez? Oui, c'est une entreprise de Lamballe, je ne vais pas vous le cacher. C'est l'entreprise Acerva, qui est dirigée par M. Dominique Quentin. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Dominique Quentin. Face caméra, voyons. Ouais. Je vais vous laisser un petit micro. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors Dominique Quentin, on ne va pas dire que c'est une surprise, vous avez été appelé en début d'année. Quelle a été votre réaction? Sur le coup, étonné, puisqu'on n'était pas au courant qu'on était nominé pour ce prix. On a déjà reçu des prix d'innovation, mais dans notre travail, et puis c'est assez spécialisé. Et puis là, un prix au niveau départemental. Bon, c'est vrai qu'on était un peu étonnés, mais on est très honorés de recevoir ce prix. Alors on dit on parce qu'il y a des gens de votre entreprise également ce soir. Oui, là on le dédie à, des gens qui sourient. L'entreprise, donc à mes associés qui partagent l'aventure, et puis tous les salariés et cadres de la société qui sont complètement investis. L'innovation, c'est leur quotidien. Bon, très bien. On va découvrir votre entreprise avec un reportage réalisé avec les moyens d'Armor TV, et on revient sur cette aventure ensemble après.
Concevoir, fabriquer et installer des solutions automatisées pour les élevages, telle est l'activité d'Acerva depuis 1978. Cette société commercialise auprès des agriculteurs des concepts toujours plus innovants, comme par exemple un système d'alimentation de truies en liberté dans un bâtiment. Elles vont être équipées d'une puce électronique à l'oreille et lorsqu'elles vont arriver dans des alimentateurs, elles vont être reconnues individuellement. On va pouvoir soigner vraiment en individuel la truie au moment où elle voudra se présenter, avec un suivi complètement informatisé, et l'éleveur va récupérer lui un maximum d'informations sur chaque animal. On intervient dans des concepts de bâtiments, dans des systèmes d'alimentation, dans les systèmes de ventilation, toujours dans l'esprit d'innovation et d'être plus performant, et puis d'avoir un bien-être au niveau des animaux et aussi des éleveurs. Le dernier concept primé, c'est cette machine qui permet de surveiller des truies prêtes à mettre bas grâce à un système de caméra mobile. Cette machine derrière moi est l'exemple de ce qu'on peut faire au niveau du bureau d'études mécaniques ici. C'est un concept de déplacement de caméras qui vont apporter le traitement de l'image en élevage. Donc là, on est sur un banc de test pour pouvoir finaliser le produit, et on doit l'installer prochainement dans un élevage ici à côté de Lamballe. Donc ce concept a eu un prix d'innovation l'an dernier au SPACE à Rennes. Et pour être à la pointe de l'innovation, Acerva accorde une attention particulière aux paroles des agriculteurs, mais aussi à celles de tous les professionnels qui gravitent autour du monde de l'élevage. Avec cet échange permanent avec les ingénieurs agronomes, les vétérinaires, les techniciens, les coopératives, les éleveurs, on arrive à avoir des idées, des choses à faire et à améliorer pour la technique de l'élevage, quoi. Donc, étant passionné, moi et toute l'équipe, toute la société, on a les bureaux d'études électroniques, mécaniques, on travaille ensemble, on se fait des réunions régulièrement pour toujours être dans cette recherche de technicité, d'innovation. Bureau d'études mécaniques et électroniques, ateliers, locaux administratifs, au total 117 salariés travaillent ici. Dans ce secteur très concurrentiel basé sur les hautes technologies, la PME doit batailler quotidiennement avec des grands groupes internationaux qui se taillent la part du lion. On a des concurrents français, mais on a aussi des gros concurrents étrangers qui sont des groupes importants et internationaux. Donc nous, l'innovation nous donne une agilité dans ce marché, ce qui fait que on déstabilise et puis nos concurrents, et ça nous permet de prendre des parts de marché et d'être toujours à la pointe et d'avoir une reconnaissance dans le milieu. Depuis 7 ans, Acerva met aussi les sciences et techniques au service des économies d'énergie. Elle propose aux éleveurs des solutions clés en main, un passage obligé. On a innové des concepts de récupérateurs d'énergie d'élevage pour réchauffer des porcelets. On a des régulateurs électroniques, on fait ça depuis très longtemps, qui sont de plus en plus performants pour les économies d'énergie. Et tous les concepts d'alimentation, c'est pareil, sont aujourd'hui très portés sur le non-gaspillage, sur les systèmes de nettoyage, ces choses-là. Donc la performance passe aussi par là, c'est une obligation. On ne peut pas aller aujourd'hui dans la technicité sans s'occuper des questions environnementales. Acerva affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros par an, dont plus de 8% sont insufflés dans la recherche et le développement. Un investissement important pour l'innovation qui permet à la PME bretonne de garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Alors Dominique Quentin, vous avez d'autres produits. Là, on a entendu quelques produits proposés par Acerva. D'ailleurs, cette caméra là qui filme les truies, ça sert exactement à quoi? Alors c'est une caméra. On va monter notre première installation au mois de mars. Là, les prototypes sont finis pour le traitement de l'image dans le milieu de porcins. Donc pour détecter les mises bas, faire le suivi des mises bas et apporter des informations à l'éleveur. C'est un confort pour l'éleveur en fait. C'est un confort pour l'éleveur, et puis il y a beaucoup d'élevages qui sont en filtration d'air où on ne peut pas rentrer dedans assez facilement, donc ça permet d'avoir l'information de l'extérieur de l'élevage. D'autres produits, vous pouvez nous donner quelques exemples d'autres produits que vous développez? Actuellement, on est en train de monter une station expérimentale à l'IFIP à Rennes qui est un programme d'alimentation de porcs charcutiers sur des pesées d'animaux, des pesées d'aliments, et en même temps la RFID pour suivre en individuel le cheptel, quoi. On m'a parlé aussi de gestion à distance. Là, c'est très
Alors c'est dans l'air du temps, c'est vrai qu'aujourd'hui tous les automatismes qu'on conçoit sont interrogeables à distance via les iPads, l'iPhone. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à tous les éleveurs, ou alors on est vraiment pour des entrepreneurs qui peuvent, parce que j'imagine que ça a un coût. Non, ça s'adresse à tout le monde. Oui. C'est quelque chose qui est abordable aujourd'hui, puisqu'on peut centraliser, par exemple, on parlait d'iPad ou d'iPhone ou de smartphone. Les gens sont déjà équipés, c'est juste un relais, soit Wi-Fi ou Internet dessus. Roger Andrieux. Mais oui, vous ne gardez pas vos micros. Ça ne me plaît pas du tout. Non, Dominique, je t'appelle Dominique, parce que on est client historique, hein, je ne peux pas le cacher, client historique d'Acerva. Donc aujourd'hui, ce prix récompense cette innovation au niveau du département. Est-ce que Acerva a eu d'autres prix pour reconnaître un peu son savoir-faire à l'extérieur du département ? On a eu des prix à Rennes, parce qu'il y a le SPACE de Rennes, qui est le salon national de l'élevage. En France, en 6 ans, on a eu 9 prix InnovSpace. On a eu des prix à Clermont-Ferrand. On a eu un prix en 2013 à Saragosse en Espagne lors du salon. Et c'est des prix vraiment spécialisés dans notre domaine, dans notre créneau, quoi. Vous parlez de Saragosse en Espagne, ça veut dire qu'une partie... Quelle est la part sur le Grand Ouest je ne sais pas où... Nous, on est implanté au niveau national principalement. C'est 90% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Soit nous directement par le réseau de concessionnaires. Et sinon, là, on a toujours travaillé un petit peu sur l'Italie et les Pays-Bas. Et là, on a attaqué l'Espagne depuis 8 mois et on a déjà des belles références qui sont déjà en place. Là, donc, c'est un bon départ. Comment on est une idée, puisque là, on est sur l'innovation, sur les sciences et technologies. Comment on est une idée chez Acerva, dans les bureaux? Alors, une idée chez Acerva, c'est du contact avec nos clients, c'est-à-dire les éleveurs, avec les techniciens et les vétérinaires de coopératives, avec les stations expérimentales, avec l'INRA, les chambres d'agriculture. Mais ici, parce que vous n'allez pas à Saragosse pour avoir l'idée de l'éleveur, si? Il y a des informations qui peuvent remonter, qui vont être propres à l'Espagne, par exemple, où on peut aussi remonter des informations. Donc là, on démarre. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait de choses sur l'Espagne, mais en expérimentation, je parle. Mais sinon, les idées, c'est dans le dialogue, toujours à l'écoute. On est à l'écoute, on observe. Et lorsqu'on a une idée, c'est vrai que là, on est un peu rodé, on a de l'expérience, donc on a notre process pour mettre l'idée en application, aller jusqu'au prototype et puis l'expérimenter en élevage. Oui. Et je dirais que surtout, c'est de la passion, c'est une équipe avec tout le monde, nous sommes des passionnés. Oui. Serge Cordon, on est un petit peu aussi dans votre domaine, non? Avec toute cette électronique partout. Oui, ça se ressemble, c'est pas les mêmes clients, quoi. C'est différent, mais c'est vrai qu'on pourrait collaborer. Voilà, et ce serait facile. Ce serait facile parce que en fait, on n'est pas concurrents. On n'est pas concurrents, donc on peut échanger sur les smartphones, sur le Wi-Fi, tout ça. Bon, bien, pas de problème. Hein. On a des développements comme ça. Tout est possible. Voilà, ça c'est signé. On va prendre un pourcentage à Armor TV. Future collaboration, parfait. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les années prochaines? Vous êtes donc sur le développement à l'international, c'est ça? C'est un peu votre futur? Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des gammes de produits qui sont quand même compétitifs. On a des gammes de produits très finis aujourd'hui. C'est vrai que l'export va être la suite logique de notre développement, mais en restant principalement ancré au niveau de la société dans les Côtes d'Armor. À Lamballe. À Lamballe. Parfait, merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle et vos collaborateurs pour passer au deuxième prix. Pour remettre le prix du développement durable, je vais demander à monsieur Mellet, Philippe Mellet, de me rejoindre. Monsieur Mellet, vous représentez Côtes d'Armor Développement ce soir. Oui, bonsoir tout le monde. Quand on parle développement durable, pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Alors, quand on pense développement durable, automatiquement on pense écologie, on pense à produits qui ont un impact écologique très faible. Mais le développement durable, ce n'est pas que cela. C'est aussi une évolution, une progression dans le domaine social. C'est-à-dire c'est un développement qui a un impact. Ça peut être sur l'emploi, ça peut être sur la pénibilité. C'est quelque chose qui va porter un plus au niveau social.
Et troisième chose, ça a aussi un intérêt économique. Et quand on pense développement durable, dans d'autres pays, on appelle ça développement soutenable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait pour durer, qui est intéressant tant au point de vue écologique que social et qu'économique. Très bien. Large champ de compétences. On parle maintenant de votre représentation. Vous êtes là pour Côte d'Armor Développement, qui accompagne justement des entreprises tout au long de l'année. Quel est votre rôle en lien avec ces entreprises ? Quel est le rôle de l'agence ? Le rôle de l'agence Côte d'Armor Développement, c'est l'agence économique du département, de toute l'économie du département, puisqu'on accompagne toutes les entreprises. Et aujourd'hui, depuis maintenant 15 mois, on accompagne également les entreprises touristiques, puisque Côte d'Armor Développement est la fusion de Côte d'Armor Développement et Côte d'Armor Tourisme. L'objet de Côte d'Armor Développement, c'est de développer l'économie, bien sûr, c'est de travailler à l'attractivité du département, c'est d'accueillir les entreprises, c'est de les accompagner dans leur développement, c'est aussi d'accompagner les territoires dans leur développement, c'est de mettre en lien, en relation l'ensemble des entreprises. En 2013, ce sont 220 ou 230 entreprises qui ont été accompagnées. Ça a été différentes mises en relation, notamment dans le cadre du consortium offshore pour l'éolien avec Areva. C'est la mise en relation d'entreprises dans le champ de l'économie des seniors, qui regroupe une vingtaine d'entreprises des Côtes d'Armor. C'est aussi la promotion du département sur des salons. On peut penser au salon nautique, par exemple, mais aussi dans le tourisme, au salon de la randonnée. C'est un travail sur le tourisme d'affaires. C'est différentes actions dans de multiples domaines. Et c'est aussi tout un travail stratégique, un travail d'anticipation. Par exemple, avec la mission Bretagne Nord, on fait la promotion, on accompagne une centaine de projets en essayant de faire qu'ils connaissent un grand développement et qu'ils puissent aussi capter des financements européens. Et de montrer aussi qu'on est, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sur un territoire qui vit, sur un territoire qui bouge et qui est amené, je l'espère, à un grand développement. Très bien. On va passer maintenant à la remise de prix pour le prix du développement durable. Je vous laisse annoncer le lauréat. Alors, je vais appeler la coopérative armoricaine laitière de l'Enfin. Représentée par Jean-Paul Linet. Mettez-vous près de moi. Eh bien, écoutez... Je laisse ce micro dans l'autre main. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Linet. Alors, ça fait quoi de recevoir un prix ? Écoutez, je suis touché et honoré, mais toute l'entreprise également. Ça s'est passé. Voilà, ils sont là au deuxième, au troisième rang là. Voilà, donc il y a des membres de l'encadrement et il y a également des administrateurs et un membre de l'entreprise Millet qui est notre partenaire sur le projet qui visiblement a séduit le jury. Oui, voilà. On va peut-être en découvrir un peu plus avec un reportage et puis on en reparle après. Ok, j'invite à me joindre. L'une des fiertés de l'armoricaine laitière, c'est ce fromage, le Fromaggio. La coopérative basée à l'Enfin en produit de 7 à 8 000 tonnes par an. Inspiré de la tradition fromagère italienne, il doit être fabriqué avec un lait d'excellente qualité et demande un grand savoir-faire. L'autre produit phare de la petite société, en plus du lait Ribot et de la crème fraîche, ce sont les yaourts à boire, dont 10 000 tonnes sont fabriquées chaque année et qui sont essentiellement destinés à la grande distribution. Une production conditionnée dans les bouteilles d'un fournisseur jurassien. En décembre 2012, pour diminuer les coûts de transport et réduire l'empreinte écologique, le fournisseur construit une usine sur place. La fabrication des bouteilles sur le site est une opération de relocalisation qui est née tout simplement de l'examen assez simple des quantités de bouteilles que nous avions à utiliser pour notre activité de yaourt à boire et de Ribot. On avait à un moment donné quasiment un camion sur la route tous les jours pour venir nous fournir et nous approvisionner en bouteilles. Donc le calcul après il a été vite fait de l'économie annuelle d'une opération de relocalisation, sans compter les avantages au niveau écologique, bilan carbone. Grâce à cette opération, la coopérative économise 250 000 € par an et a créé 5 emplois.
Cette décision de relocalisation a été prise collégialement avec les producteurs de lait adhérents à la coopérative. Le projet donc, de fabrication de bouteilles a vraiment été fait dans ce sens. Cette façon pour limiter au maximum, les stocks, avoir une bouteille au meilleur coût et en même temps avoir une notion donc, écologique, développement durable très importante. Car le développement durable, qu'il soit écologique ou social, a toujours été l'une des valeurs fortes de la coopérative. Il y a 64 ans déjà, à sa création, elle avait pour objectif de valoriser le lait des éleveurs à des prix plus élevés que ceux proposés par les autres coopératives locales. Ses adhérents, des producteurs situés dans un rayon de 50 km autour de l'Enfin. En 1950, la structure commence par commercialiser du lait pasteurisé avant de se diversifier quelques années plus tard. On a démarré du lait Ribot dans les années 70, ensuite du fromage dans les années 85-90 et on a pris le tournant du yaourt à boire et des laits fermentés aromatisés à la fin des années 90, début des années 2000. Des activités qui s'articulent autour d'une valeur phare, la solidarité. L'Armoricaine laitière est une coopérative dont les éleveurs sont les adhérents et qui répond au principe « un homme, une voix ». Chaque adhérent a le même poids à l'intérieur de la coopérative en termes de décision, qu'il apporte 1 million de litres ou qu'il n'en apporte que 200 000. C'est un homme, une voix. Et il y a également une autre règle importante qui est la règle de l'apport total. C'est-à-dire que l'adhérent doit nous livrer la totalité de sa production et à l'inverse, nous, on se doit aussi de collecter, qu'on en ait ou pas la transformation, de collecter la totalité de la production de l'adhérent. Aujourd'hui, 95 éleveurs ou groupements d'éleveurs adhèrent à la structure. Un chiffre modéré qui permet de conserver une taille humaine. Nous, les adhérents, on sent vraiment qu'on est une petite famille. Dans les autres grandes coopératives, des grands groupes, on est plus des numéros, alors qu'ici, on a vraiment un adhérent, c'est un nom, c'est une personne physique qu'on connaît bien, que tout le monde se connaît. Avec ses 42 millions de litres de lait, la coopérative dégage 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 20% à l'export, notamment en Asie du Sud-Est, dont le marché est en pleine expansion. Jean-Paul Linet, comment on fait venir une entreprise jurassienne à l'Enfin, comme ça ? Déjà parce qu'on a besoin d'eux. Je le dis parce que M. Assot, responsable commercial de Millet, est dans la salle. On a eu besoin d'eux et on a besoin d'eux pour œuvrer dans le développement de notre business de yaourt à boire. On a démarré ça au début des années 2000 pour arriver à peu près 10 000 tonnes maintenant et l'équivalent de 50 millions d'emballages plastiques, 50 millions de bouteilles, 50 millions de bouchons. Et à un moment donné, quand vous faites les comptes des camions, du nombre de camions qui se baladent sur la route entre le Jura et l'Enfin, 800 km, ça fait des sommes non négligeables. Donc il y a quelques années, je les ai titillés sur le sujet. La crise de 2008 a fait qu'on a remis le dossier sous la pile. Mais les cours du pétrole aidant et à long terme, on peut penser quand même qu'ils ne vont pas baisser. Notre volonté étant de développer tous ces marchés-là. Donc on a réussi à se mettre d'accord. Donc on a mis au point, c'est ça aussi qui est original, un système vraiment adapté et sur mesure entre le Millet et l'Armoricaine laitière. Et on n'en voit pas d'autres, il n'y en a pas d'autres ailleurs. C'est-à-dire c'est une décision qui a été prise ensemble, qui a financé quoi? Au niveau des financements, on a fait quasiment du 50-50. On a financé les bâtiments et eux, ils ont financé les machines. Et on est vraiment dans un wall-to-wall, c'est-à-dire c'est l'entreprise Millet à l'intérieur de l'Armoricaine laitière à l'Enfin. Donc il y a les salariés Millet et les machines Millet. Voilà, avec le management Millet. Donc j'ai à peine le droit d'y aller faire un tour de temps en temps. On a eu le droit de venir poser nos caméras, voilà. C'est gentil. Philippe Mellet. Oui, moi je regarde le reportage et puis je me pose une question. Vous évoluez dans un monde de géants dans l'industrie laitière et vous êtes une petite coopérative agricole. Est-ce que c'est un handicap ou une chance? C'est les deux. C'est les deux. C'est pas forcément simple à gérer, mais on va dire, je vais vous donner 5 clés ou une recette avec 5 points. Il faut jouer sur ses points forts. Voilà, il faut jouer sur ses qualités et ses points forts. À l'Armoricaine, à l'Enfin, il y en a, on va dire, il y en a 5.
Il y a déjà la qualité, qualité du lait, et là je salue aussi les adhérents qui sont là, qui depuis 40 ans nous livrent un lait de toute première qualité et sur laquelle l'Armoricaine a pu mettre en place des productions elles-mêmes difficiles. Par exemple, le fromage, notre fromage qui est une copie de fromage italien qui était extrêmement difficile à faire. Donc il faut un lait de très haute qualité. C'est l'exemple. Deuxièmement, notre petite taille est une force quand on regarde le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes. Notre lait, il est tracé. On disait 25 km autour de l'Enfin. 25 km autour de l'Enfin. Le lait, il ne vient pas de Pologne, il ne vient pas de Russie, il vient des Côtes d'Armor. Et donc ça, on peut en jouer. Quand on fait du lait Ribot et quand vous buvez du lait Ribot, Monsieur Cordon, c'est du lait Ribot breton fait avec du lait des Côtes d'Armor. Voilà. Bon, et ça c'est une chose. Deuxièmement, l'innovation dans les procédés. On a mis au point avec Millet, avec nos fournisseurs de machines, au niveau du conditionnement, des matériels particuliers, des systèmes qui permettent, par exemple, de manchonner et de développer des bouteilles très petites. On a une bouteille de yaourt à boire aujourd'hui, manchonnée en grande distribution, qui est la plus petite existante sur le marché français. Voilà. Et à l'Enfin aujourd'hui, 33% de la part de marché de marque du distributeur est à l'Enfin. Donc c'est quand même un beau résultat. Alors innovation dans les process, dans les idées, penser différemment. Essayez de ne pas penser comme les gros, mais penser comme les petits et avec nos atouts. Et ensemble. Et ensemble, bien entendu. Et ça, aller chercher après par rapport à nos qualités aussi, c'est la réactivité, l'esprit de service, le sur-mesure. Et là, je salue les gens de l'encadrement qui sont mobilisés là-dessus pour aller chercher la valeur ajoutée tous les jours, notamment en termes de réactivité. Et ça demande pour le personnel vraiment un entraînement et vraiment une démarche très particulière. Il ne faut pas hésiter. On change les programmes régulièrement, 2-3 fois par semaine. Mais nos gens sont habitués à ça, mais derrière, il faut aussi les écouter. Après, le quatrième point, ce sont les partenariats, puisqu'on cultive ça depuis quelques années quand même. Donc avec Millet depuis 2 ans, donc ce nouveau partenariat sur la production des bouteilles. Pourquoi Millet aussi? Parce que c'est une entreprise familiale de taille modeste comme nous et qui a les mêmes valeurs. Vous êtes une grande famille déjà quand même. Oui, mais bon, il y en a des plus grandes. Et puis nous avons un autre partenariat historique depuis 40 ans, plus de 40 ans, avec la société Laïta qui nous aide dans le commerce. Voilà. Donc ça, c'est les partenariats. Donc il faut aussi être capable de gérer habilement ce type d'organisation. Puis vous avez une expérience de plus de 60 ans aussi. Voilà. Et puis tout ça avec le souci quand même du développement durable, en n'oubliant pas d'où on vient. Donc c'est une entreprise d'agriculteurs, proche du terrain, accrochée à son territoire. Et donc c'est en ça aussi que cette reconnaissance nous fait plaisir, quelque part. Voilà. Merci. Serge Cordon. Je suis admiratif de cette société que je ne connaissais pas. Franchement, sur le plan humain, qualité, c'est la meilleure façon d'être dans ce monde concurrentiel, d'innover, d'y croire et de faire un projet comme venir du Jura. Le dire, on peut le faire, on fait des projets, on essaye, on va faire comme ça pour y arriver, mais ils l'ont fait. Et tout ça pour rester. Là, c'est admirable. Pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, avec Millet, on en parle régulièrement. Ils ont été sollicités par d'autres, des sociétés beaucoup plus grosses que nous, et qu'ils n'ont jamais fait. Voilà, on va rester sur ce. On pourrait parler des heures avec vous, mais on n'a pas le temps. Okay. Voilà. D'autres lauréats. Merci beaucoup, en tout cas. On vous retrouve en fin de soirée. Pour remettre le prix du développement à l'international, je demande à présent à Pierre Barrel de me rejoindre. Bonsoir, vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables. Je vous nomme avant que vous preniez ce micro. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'Ordre des experts comptables de Bretagne, quel est le lien, votre rôle avec les entreprises ? Alors d'abord, c'est qui l'Ordre des experts comptables? Donc les experts comptables en France, ce sont 19 000 experts comptables, mais on va parler de la Bretagne et des Côtes d'Armor. La Bretagne, c'est 800 experts comptables, plus 200 experts comptables stagiaires, dont des experts comptables de demain. Et les Côtes d'Armor, c'est 150 experts comptables.
Chaque cabinet a environ, globalement, nous avons à peu près 8000 collaborateurs dans les cabinets. Donc ça veut dire aux chiffres là. On aime bien les chiffres, nous sommes des hommes de chiffres. Et notre rôle, à quoi on sert? Eh bien, nous avons un leitmotiv, nous n'avons qu'un mot à la bouche, c'est l'entreprise. Accompagner l'entreprise depuis sa naissance jusqu'à son développement, jusqu'à sa transmission, et peut-être malheureusement vers des horizons bons, mais on l'accompagne également dans son redressement. Justement, là, quand vous dites accompagner, là, vous allez remettre le prix du développement à l'international. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour nous, on est très content de remettre le prix à l'international. L'international, en France, il y a très peu ou trop peu d'entreprises pour l'instant qui sont à l'export. L'export, il y a 3,2 millions d'entreprises en France. Il y en a 120 000 qui exportent. Donc c'est effectivement très peu, mais on a aussi beaucoup de très petites entreprises. Donc remettre ce prix à l'international, c'est signe que les experts comptables accompagnent également les entreprises à l'export. Et j'ai retenu une phrase clé que j'aime bien sur l'export. L'export ne souffre pas l'amateurisme, mais nécessite du temps. Merci. On va voir si notre lauréat a pris son temps. Il va nous le dire. Je vous laisse annoncer le lauréat du prix international des Oscars à l'international. Eh bien, nous sommes des experts comptables, nous faisons des comptes. Et le lauréat, c'est quelqu'un qui, effectivement, aime les comptes aussi, puisque son entreprise s'appelle Éco-Compteur. Il est basé à Lannion, il s'appelle Monsieur Millot. Et je l'invite à nous rejoindre. Christophe Milon, accompagné de Enrico D'Urbano, si je ne me trompe pas. Parfait, perfecto. Bien, je vous remets ce beau prix de l'international. Félicitations. Et je vous laisse le micro aussi. Juste quelques mots avant de découvrir un reportage comme pour les autres lauréats. Mettez-vous dans la lumière. Surpris, pas surpris, non, développement à l'international, on va le comprendre, ça ne pouvait être que vous, c'est ça? Non, ça serait un petit peu prétentieux. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font de l'export. Non, on est d'abord très, très, très heureux parce que c'est vrai que c'est un axe très, très fort chez nous. Moi, je voulais vraiment être ici avec Enrico, qui est le directeur commercial et à qui revient une énorme part de succès. Puisqu'on est dans 44 pays aujourd'hui, pour une entreprise qui a une petite dizaine d'années. Donc c'est vrai que c'est un beau parcours à l'international, mais on est d'autant plus content que ce soit reconnu aujourd'hui ici. On va découvrir ce qu'est Éco-Compteur pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise avec ce reportage, et puis on en parle après. Voici le drôle d'appareil que conçoit, fabrique et commercialise la société lannionnnaise Éco-Compteur. On en trouve un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, au Brésil et en Russie, mais aussi au Mont-Saint-Michel, au musée du Louvre et même au bord du sentier du littoral de Perros-Guirec. Une piste cyclable, un trottoir ou une rue piétonne, c'est fait pour faire passer des gens. Et se dire qu'on fait passer des gens, qu'on construit des infrastructures qui coûtent très cher pour ça et qu'on n'a aucune idée de combien de personnes passent dessus, quand on est dans ce métier, ça paraît juste inconcevable. Donc on fournit la donnée de base pour laquelle ces infrastructures sont conçues, c'est-à-dire combien de personnes fréquentent une piste cyclable ou une rue piétonne. La société Éco-Compteur a été créée en 2004. Très vite, l'entreprise costarmoricaine, implantée dans un marché de niche, a dû s'imposer dans le monde entier. Dans un monde très international, les marchés de niche deviennent des vrais marchés. C'est-à-dire que ce marché en France, il n'est pas très intéressant. Ce marché dans 42 pays, il devient très très intéressant parce qu'il y a des collectivités à l'autre bout de la planète qui ont exactement le même besoin que le sentier littoral de Perros-Guirec, et avoir un produit de bon niveau, avec une électronique de bon niveau, avec des logiciels performants, tout d'un coup ça les intéresse énormément, pour peu qu'on arrive à leur montrer ce qu'on est capable de faire. Pour l'entreprise, ce marché mondial n'a pas été si difficile à conquérir, grâce notamment aux nouvelles technologies.
Nos clients contribuent à nous faire connaître, y compris à l'international. Et puis, les voyages, malgré tout, sont moins chers qu'avant. Il y a des conférences internationales où il y a beaucoup de pays qui sont présents. Donc, c'est devenu relativement facile de rencontrer beaucoup de gens de beaucoup de pays différents. Je crois que c'est beaucoup plus facile qu'hier d'aller dans ce village global pour vendre un produit innovant. L'entreprise aime les challenges. En 2006, pour gagner des marchés en Amérique du Nord, elle fait appel à un jeune Québécois fraîchement diplômé. On a été recruter quelqu'un, un jeune étudiant à la sortie d'HEC Montréal, et on lui a dit écoute, est-ce que ça t'intéresse de venir travailler en France, de développer l'international et notamment l'Amérique du Nord, et puis le jour où ça marche, tu rentres chez toi et puis tu diriges une filiale pour piloter nos activités en Amérique du Nord. Alors, vu d'aujourd'hui, je me dis que c'était un pari absolument incroyable parce qu'il y avait plein de choses qui auraient pu ne pas fonctionner entre-temps, il aurait pu ne pas rester avec nous, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un des piliers de l'entreprise et le marché de l'Amérique du Nord sera, en 2014 ou en 2015, le premier de tous nos marchés. Implantée dans 44 pays, la société Ecocompteur est le leader mondial en solutions de comptage pour piétons et cyclistes. Son dirigeant envisage l'arrivée possible de la concurrence avec beaucoup de sérénité. L'avance que l'on a prise grâce à l'international, parce qu'on n'aurait jamais réussi à faire autant de recherche et développement si on l'avait fait uniquement avec les clients français, nous permet d'avoir une position forte sur le marché et d'être assez serein sur le fait de garder cette position à l'avenir. On a, je crois, créé les conditions où, pour qu'un concurrent vienne sur notre marché, ça sera assez compliqué pour lui. Aujourd'hui, Ecocompteur compte 42 salariés, dont 6 basés à Montréal. En 2013, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Christophe Milon, chiffre d'affaires, d'accord, mais quelle est votre part à l'international, qu'on comprenne bien? Alors aujourd'hui, ça représente 70%. Oui. Mais en même temps, on se dit c'est beaucoup, mais moi ce que je dis aux équipes, et notamment à Enrico, c'est que la France, c'est pas 30% du monde, donc il y a encore beaucoup à faire. On comprenne bien votre activité. On va à New York, à San Francisco, à Barcelone, en Australie. On passe sur un chemin. Il y a des sortes de tapis qui nous comptent ou qui comptent les vélos. On est bien sur ce marché de niche-là. Alors quand vous dites que vous êtes le leader mondial, en même temps, c'est vous qui l'avez inventé, c'est ça? C'est vous qui avez inventé ce marché. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mérite, parce que inventer un marché et pas en être le leader mondial, ça serait quand même malheureux. Donc, c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans l'innovation, y compris la création d'un marché. Comment est née cette idée, justement? Alors l'idée au départ, c'est un petit peu l'histoire de l'entreprise. C'est en fait mon père est un ancien ingénieur de France Télécom. Et inventeur par hobby, et l'entreprise a pour métier d'aller chercher des inventions chez des inventeurs et de les amener sur le marché. Alors au début on s'est dit on allait faire ça de façon un petit peu globale et régulière. On a été un petit peu happé par le succès d'Ecocompteur, qui est donc une invention de mon père, qui est le premier inventeur avec lequel j'ai travaillé, et qui aujourd'hui mobilise la plus grosse partie de l'énergie de l'entreprise. Et puis c'est vrai qu'on a une très forte croissance, donc on est très mobilisé sur ce projet qui est probablement encore qu'au début de sa trajectoire. On nous dit souvent que l'export, c'est difficile et compliqué parce que les formalités, les démarches sont complexes, ça prend du temps, il y a un risque financier, ça coûte cher. Est-ce que vous avez ce ressenti-là ou est-ce qu'il faut démystifier justement cette complexité ? Moi, je pense vraiment que les choses ont beaucoup changé. On parle beaucoup du risque de la mondialisation et du risque que ça fait peser sur les entreprises françaises. Mais quand on a une offre un petit peu unique sur le marché, on sait communiquer facilement avec les nouveaux outils. On peut voyager pour beaucoup moins cher qu'avant. Et je crois que c'est assez facile au bout du compte, sans en enlever le mérite à l'équipe commerciale, mais en tous les cas je pense que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Quand on raisonne sur ce que c'était comme difficulté, ne serait-ce que d'acquérir des informations sur les clients il y a 20 ans, aujourd'hui on va assez vite, on sait assez vite checker si
tel distributeur qui est intéressé par notre offre, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il tient la route, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information sur lui. On sait aller assez vite là-dessus et je crois que ça aide vraiment. Moi, j'invite vraiment les gens qui ont des offres relativement uniques, parce que si on est dans de la concurrence frontale, je pense que c'est un autre monde. Mais dès qu'on a des offres fortement différenciantes, il ne faut pas rester chez soi, il faut aller dehors. Il y a beaucoup de marchés qui ont de l'appétence pour l'innovation et ce qui marche chez soi dans les marchés de niche a toutes les chances de marcher également à l'international de façon très large. Justement, qu'est-ce qui fait que vous ne serez pas rattrapé demain? Quelles sont les qualités de vos produits? Parce que quand on se dit, on met une borne, on met un capteur, un vélo passe, on le compte. Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, il faudrait rentrer un petit peu dans des détails, mais globalement, si vous développez un marché sur un pays, vous avez la capacité de recherche et développement de ce que vous amènent les moyens d'un pays. Quand vous le développez sur 40 pays, ces moyens de R&D peuvent augmenter de façon mécanique, de façon très importante. Donc vous pouvez amener des produits différents, vous pouvez amener des produits plus sophistiqués. Et c'est là que vous créez tout d'un coup une marche qui est plus difficile à franchir pour la concurrence. Aujourd'hui, on a des produits, par exemple, qui ont une autonomie de 10 ans en pleine nature, de façon souterraine, donc dans des univers extrêmement hostiles en termes d'humidité, etc. Réussir à faire ça, en soi, c'est quelque chose de compliqué et qui mobilise du monde. Une équipe de R&D de 10 personnes sur un marché de niche, c'est un vrai investissement et on a le sentiment que c'est compliqué de nous rattraper là-dessus parce que on a un très très gros bout du marché qui peut démarrer avec un tout petit bout. Et qu'est-ce qui fait que c'est vous qui avez cette pile qui dure 10 ans là, qui alimente vos capteurs? C'est le travail, parce que vous l'avez développé c'est avant le travail tout le monde des ingénieurs, ouais. C'est d'avoir compris que c'était important, que quand on a un compteur qui est à 2 heures de marche du parking, ça amuse personne d'aller changer les piles tous les 3 mois. Donc on a travaillé là-dessus pour répondre à la vraie demande de ce marché. Encore une fois, très petit au départ, mais tout le monde, dans tous les pays, il y a des parkings qui sont à 2 km de l'endroit où on veut compter, et il fallait répondre de cette manière. Juste en 2 mots, quels sont les projets? Une fois qu'on compte les vélos, qu'on compte les piétons, demain vous faites... voilà, quand on se dit que vous êtes dans 44 pays, je ne sais pas, on est dans des pays... on parlait des États-Unis, de l'Australie, les vieux pays un peu développés, comme on dit, là, un peu modernes. Alors, mais Enrico, je crois que tu t'en as signé des nouveaux aujourd'hui ou hier Oui, on a fait, en fait, on vient de signer cette semaine 2 contrats en Amérique latine, au Mexique et au Brésil. Enfin, 3 cette année, en fait, Brésil, Colombie et Mexique. Donc, en fait, on est aujourd'hui sur des marchés, on entend beaucoup parler des BRIC, donc le Brésil, Russie, Inde et Chine. On est aussi en Russie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, aussi des pays qui paraissaient être pas intéressants pour nous il y a 5 ans, notamment l'Amérique latine, aujourd'hui, ils font des investissements très importants, par exemple, pour le développement du vélo. L'engorgement des villes par rapport à la voiture, c'est un enjeu mondial. Voilà, un problème à résoudre. Et aujourd'hui, ils font beaucoup d'investissements dans le domaine du vélo. Et qui dit vélo, il dit infrastructure. Qui dit infrastructure, il dit évaluer l'argent qu'on y met dedans. Et notre petit compteur, il rend bien service. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous compris l'intérêt de votre entreprise. Je vous remercie. Je vais vous demander de regagner la salle pour accueillir le prochain lauréat. Nous allons remettre à présent le prix de la croissance. Vous descendez par l'autre côté, ça devient n'importe quoi. Le prix de la croissance va être remis par le président de la CCI, Dominique Lecomte. Hop, je vous tends le micro. Bonsoir. Bonsoir. Mettez-vous bien dans la lumière, sinon je vais avoir des remontrances. On parle de la croissance. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? Oh, la croissance est un vocabulaire qui est très vaste. La croissance, c'est, pour une entreprise, c'est
C'est du chiffre d'affaires, c'est du développement à l'international, c'est des effectifs salariés qui augmentent de façon significative. C'est tous ces éléments-là qui constituent la croissance. La croissance, c'est des chiffres, c'est aussi des hommes, c'est tout ça, la croissance. C'est une rapidité de développement aussi. C'est de l'agilité, c'est de la volonté à aller de l'avant, c'est faire preuve d'esprit d'entreprise à certains moments pour saisir des opportunités. Bref, être un entrepreneur. Une entreprise ne vit que de croissance. Une entreprise qui n'avance pas meurt. De sa belle mort, mais elle meurt. Au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, justement, vous accompagnez, vous avez un regard sur ces entreprises costar-mauricaines? C'est bien évident notre rôle premier que d'accompagner d'une façon ou d'une autre les 20 000 ressortissants de notre Chambre de commerce des Côtes-d'Armor. 20 000 ressortissants qui sont sur tous les domaines d'activité et bien sûr... Nous les accompagnons de façon très différenciée, selon leur taille, selon leur marché. Et en général, on distingue deux types d'accompagnement en ce qui nous concerne, de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire les accompagner sur de la recherche de nouveaux marchés, sur de l'accompagnement à l'international, sur des complexités de formalités quand on veut exporter. Nous sommes ouverts quasiment 24 heures sur 24 pour permettre à des entreprises de remplir leurs formalités à l'export. Ce sont des formalités administratives, mais nous sommes là pour ça. C'est de l'accompagnement collectif. L'accompagnement collectif, c'est proposer à des chefs d'entreprise de travailler de façon un petit peu différente. C'est de se tourner vers de nouveaux marchés. Aujourd'hui, le rôle d'Internet, entre autres, est préoccupant pour certains d'entre nous, puisque ce sont des nouvelles opportunités, mais qui dit opportunité dit à un moment ou à un autre des caps, des pas à franchir, et nous sommes là pour leur apporter le maximum de soutien. C'est ça notre rôle. Très bien. Je vais vous laisser l'honneur d'annoncer le lauréat de la croissance. Alors le prix de la croissance est remis aujourd'hui à une entreprise dans un secteur d'activité que peut-être vous n'imaginez pas. Et pour moi, c'est une pépite. Et je vais appeler Patrice Etienne, Vital Concept. Patrice Etienne, il nous rejoint sur scène. Voici le prix. Restez dans la lumière aussi, sinon... Félicitations. Je laisse le micro. Écoutez, merci beaucoup. Réaction à chaud. Mais écoutez, c'est une grande joie d'être invité pour recevoir cette récompense. J'avoue que ça a été une grande surprise pour moi quand M. Kéfurus, directeur de Côtes-d'Armor Développement, m'a appelé pendant les fêtes de Noël pour m'annoncer cette nouvelle. J'étais très surpris, tellement surpris que j'ai eu du mal à m'en remettre. Il a fallu que j'appelle ma compagne pour lui annoncer la nouvelle, et quand elle m'a dit « mais c'est super, et puis tu le mérites », c'est là que j'ai vraiment compris. Alors vous parlez de votre compagne, vous êtes aussi accompagné ce soir par des collaborateurs, c'est ça? Qui sont ici, je crois, dans le coin, voilà, un peu plus haut. Parfait. C'est aussi c'est aussi bien sûr, bien sûr. C'est une récompense que je souhaite partager, hein, forcément, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité convier le maximum de personnes à cette remise. D'abord la famille, les parents, les frères et sœurs, les parents parce que quelque part je pense qu'il y a un peu d'héritage dans l'esprit d'entreprise, la famille parce que c'est vrai quand on est entrepreneur c'est pas toujours facile et il faut savoir et il faut pouvoir se reposer sur un socle fort, et puis enfin tous mes collaborateurs et collaboratrices représentés par les différents responsables de service ou directeurs de site qui collaborent au quotidien avec moi dans ce formidable projet d'entreprise, parce qu'on est toujours dans le mode projet. Vous disiez tout à l'heure qu'une entreprise qui ne croit plus est en danger. C'est pas le tout, mais il faut se projeter, il faut être force d'initiative. Et même si c'est pas toujours tous les jours faciles, j'ai la chance d'avoir à mes côtés des gens qui partagent ce grand projet d'entreprise. Très bien. On va découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, Vital Concept, et puis reparler de cette aventure, justement. En créant Vital Concept en 1995, dans une pièce de son appartement, Patrice Etienne n'imaginait peut-être pas l'ampleur qu'allait prendre sa petite société de vente par correspondance de matériel d'agriculture.
C'était au départ une expérience somme toute assez modeste avec quelques références, une vingtaine de références je crois à l'époque pour mon premier catalogue qui était tout simplement un A3 plié en deux. Et petit à petit, donc l'offre est devenue de plus en plus consistante pour regrouper environ dès la deuxième année un peu plus de 500 références et crescendo pendant un peu plus de 15 ans, arriver à ces 9000 références aujourd'hui. 9000 références de produits, mais aussi 120 salariés, 20 000 clients et une croissance à 2 chiffres depuis sa création. Une réussite étroitement liée à des choix stratégiques qui ont fait mouche. C'est en 2000 que l'entreprise a choisi de sortir un petit peu de ses bases régionales pour prospecter le marché national, avec entre 2000 et 2001 un doublement de son activité commerciale et un deuxième cap d'entreprise assez important également en 2010 avec le transfert de ses activités de l'ancien vers ce nouveau site pour voir son chiffre d'affaires passer de 20 à 40 millions d'euros en un peu plus de 3 ans. Vital Concept traite environ 350 commandes par jour. L'entreprise a su résister en marge d'un secteur agricole très sinistré par les crises à répétition. La croissance de l'entreprise Vital Concept réside d'abord et avant tout à une bonne adaptation de ces méthodes à la demande des prospects et des clients. On n'a pas réinventé la distribution agricole, on a tout simplement fait en sorte de proposer à cette clientèle des outils, des produits, avec une offre service adaptée à leurs attentes. Et on a pendant toute cette période essayé de mettre en place des moyens humains mais aussi matériels pour être en phase avec l'attente de notre marché. Pour se donner ces moyens, Vital Concept a tout simplement investi dans toute sa chaîne de distribution. Le catalogue et le site internet sont conçus sur place, les appels des clients arrivent dans le bâtiment juste à côté, un centre d'appel où travaillent 16 téléopérateurs. Les marchandises sont stockées quelques mètres plus loin, dans cet entrepôt de 11 000 mètres carrés, d'où partent chaque jour une vingtaine de camions, des camions qui appartiennent à l'entreprise et qui iront livrer dans toute la France. Autre atout, l'entreprise dispose d'un showroom dans lequel les clients locaux peuvent directement passer commande grâce à un système informatisé. Quand le client arrive dans ce magasin, on lui remet donc un appareil portatif qu'on appelle le PDA qui lui permettra de parcourir le magasin et d'effectuer ses achats en cliquant sur chaque étiquette électronique et en renseignant la quantité de ses articles souhaités. Un système de stockage et de commande entièrement informatisé et une totale maîtrise de la chaîne de distribution, tel semble être le secret de la réussite de Vital Concept. Aujourd'hui, l'entreprise n'écarte pas la possibilité de développer son activité à l'international dans les années qui viennent. Patrice Etienne, prix de la croissance, c'est presque indécent, dites-moi. Bon, vous trouvez? En tout cas, moi, j'en suis très honoré. Dans un contexte actuel, qu'est-ce qui fait que vous avez cette c'est vrai que croissance forte? On évolue dans un contexte de marché qui nous est pas très favorable. En étant localisé en Côte d'Armor, on connaît bien la problématique, des difficultés assez importantes dans toutes les filières d'élevage. Le lait, ensuite le porc, la volaille, tout le monde y a le droit. Un nombre d'agriculteurs qui diminue de façon significative déjà depuis quelques années. Et puis malgré tout, une entreprise de distribution qui continue à progresser et progresser assez vite, c'est vrai. Comment vous expliquez ça? Quelles sont les clés? Écoutez, je pense que le plus important, c'est de rester bien centré sur ses objectifs de départ, à savoir proposer à sa clientèle des produits et services au meilleur rapport qualité-prix. Je pense que ça a toujours été le leitmotiv principal de l'entreprise. Et ensuite, d'être à l'écoute de ses clients et de répondre à l'attente de ses clients, et non pas le contraire. Et même si c'est facile à dire, dans le concret et dans le quotidien, c'est pas toujours aussi facile que ça. On a pu démontrer au travers de l'étoffement des gammes, mais aussi grâce à l'innovation. On a également mis en marché de nouveaux produits qui ont pour objectif de créer de la valeur ajoutée à nos clients. Même en tant que distributeur, je pense qu'on est un acteur important dans la création de valeur ajoutée auprès des éleveurs, bretons bien sûr, pour les plus anciens, mais aussi un peu partout en France. Dominique Lecomte. Et demain, on fait quoi? Écoutez, j'espère rester le plus longtemps possible dans l'aspiration ou dans cette dynamique de la croissance. Je pense qu'on a encore devant nous quelques belles années à venir si on sait rester sérieux dans notre façon d'appréhender le métier, d'être toujours à l'écoute et vigilant par rapport à l'évolution des attentes du marché, puisqu'on est dans une société qui bouge et qui bouge très vite.
Dans certains marchés référents que nous traitons au quotidien, nous ne représentons que de petites parts de marché, 2, 3, 4, voire 5% dans les gammes les plus représentatives. Donc ceci veut tout simplement dire qu'on a encore une marge de progression assez intéressante devant nous sur le marché français. Et puis l'export, on en parlait un tout petit peu, on l'a évoqué dans le... Alors écoutez, l'export, c'est je pense, même si a priori ça semble accessible assez facilement pour ce qui est dans notre marché, un dossier important, soit, mais quand même malgré tout assez compliqué à appréhender. Donc je pense qu'il est important de prendre le temps, d'aller voir aussi comment sont organisés les marchés à l'international et de choisir les meilleures opportunités. Dans la mesure où, dans notre métier, la principale problématique, elle est d'ordre logistique. Nous livrons et distribuons à nos clients des produits dans les domaines de la nutrition, de l'hygiène, du soin, des équipements d'élevage, qui sont dans l'ensemble assez pondéreux. Le point moyen livré à chaque client est aujourd'hui à un peu plus d'1 tonne. Donc c'est vrai qu'on ne livre pas du petit colis. Et cet aspect logistique et de transport est une contrainte importante qu'on a su bien intégrer à notre métier et à bien gérer dans le temps. Et c'est ce qui, je pense, aussi, aujourd'hui, contribue à la réussite de l'entreprise. Toujours à l'Audiac ? Toujours à l'Audiac, oui, très certainement. Alors pourquoi l'Audiac ? Parce que déjà, je crois que j'y suis enraciné depuis 48 ans maintenant. J'ai des attaches familiales à l'Audiac. Et puis j'ai aussi et surtout bâti ces entreprises qui... aujourd'hui, connaissent le succès, mais d'abord et avant tout grâce à la qualité des ressources humaines. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et puis l'Audiac est aujourd'hui une position assez centrale d'un point de vue régional et donnant accès à toutes les grandes régions d'élevage en France assez facilement. Très bien. Serge Cordon, un petit mot ? Je crois qu'il est persuadé d'aller plus loin. Il a envie de progresser, ça se voit sur son visage. Et bien entouré, la famille, c'est très important pour un chef d'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Tout à fait. Alors je vais aussi profiter de cette occasion quand même pour associer à la réussite de l'entreprise de Vital Concept deux autres entreprises qui font partie du groupe et j'attache de l'importance à cela puisque il existe dans la réussite de Vital Concept une certaine synergie d'entreprises de groupe et je pense notamment à l'entreprise Alphatech qui est dirigée par Pascal Drouet et qui aurait pu aussi, pourquoi pas, faire partie des entreprises nominées pour l'Oscar suppositions pour l'année prochaine. Du développement à l'export, qui a une grosse activité de fabrication et de distribution de produits nutritionnels un peu partout dans le monde. Une jeune entreprise, une entreprise que j'avais achetée en 2004, qui est présente aujourd'hui dans un peu plus de 40 pays aussi dans le monde. Et parfois dans des destinations pas simples, mais bon, voilà, ça existe aussi en Côte d'Armor, puisque cette entreprise est basée en Eurodec. Et puis associé aussi Michel Leral, qui dirige l'entreprise Agritech Service, qui est en quelque sorte l'entreprise qui m'a donné le goût d'entreprendre, puisque c'est ma première initiative en 1990, et donc qui est aujourd'hui au cœur du conseil dans le domaine des productions végétales sur toute la région Bretagne. D'accord, multicasquette. Eh ouais. Beaucoup de synergies très intéressantes. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle. Voici venu le temps de mettre le dernier prix, le prix spécial du jury. Pour cela, je vais demander à Monique Leclésio de me rejoindre. On se retrouve, vous étiez là au début, vous allez être là jusqu'au bout. Vous êtes vice-présidente du Conseil général. Quand on parle justement du Conseil général, on est moins sur des organes de décision ou d'accompagnement, comme peuvent être une banque, comme peuvent être les experts comptables. On a bien compris, la CCI, le rôle d'élu dans l'accompagnement des entreprises est différent. Effectivement, le rôle que nous pouvons avoir en tant que collectivité départementale est différent par rapport à celle que la Chambre de commerce, Côte d'Armor Développement, le Crédit Agricole ou l'Ordre des experts comptables peuvent apporter. C'est du conseil, de l'accompagnement technique souvent qu'ils peuvent apporter. Et en ce qui concerne la collectivité départementale, eh bien, nous avons des actions qui sont davantage sur l'environnement. Notamment, je pense à
aux investissements que la collectivité réalise, aussi bien sur les routes que les investissements que nous faisons en partenariat pour permettre à la ligne à grande vitesse de desservir la Bretagne, mais c'est également l'investissement dans le très haut débit. Cet environnement-là est essentiel pour que les entreprises puissent se développer et puissent effectivement également aller à l'international, parce que ce sont des éléments qui sont essentiels. Le rôle de la collectivité, c'est également, comme on l'a vu tout à l'heure dans un certain nombre de propos, voire d'images qui ont été projetées, c'est de pouvoir fédérer un certain nombre d'acteurs pour impulser à la fois l'accompagnement sur l'innovation, c'est fédérer les centres de transfert de technologie, les structures de recherche, l'enseignement, avec les acteurs de l'économie, puisqu'on l'a vu, dans une situation comme celle que nous connaissons depuis quelques années, les entreprises qui aujourd'hui ont été citées, à chaque fois, un mot revenait, c'est celui de l'anticipation, celui de l'innovation. Et je crois que c'est important qu'on puisse effectivement impulser cet esprit d'innovation, mais aussi l'accompagner financièrement pour que les entreprises puissent se saisir de ces accompagnements pour pouvoir mettre à bien et faire aboutir leurs projets. Très bien. On va justement on va encore un peu parler d'innovation avec le lauréat actuel du prix spécial. Un prix spécial, c'est pour une quantité de qualité et d'atouts. Je vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat primé cette année. Alors effectivement, le jury, qui était présidé par Serge Cordon, a eu un coup de cœur. Et c'est une entreprise qui, à la fois, aurait pu être lauréate, je pense, sur l'ensemble des 4 thématiques qui sont abordées. Et c'est donc l'entreprise Armor Meca. Et je vais demander à ses responsables, Olivier et Sébastien Collat, de nous rejoindre pour nous accompagner et recevoir ce prix. Quelle nonchalance. Tout va bien. Alors, qui prend le prix? Qui prend le micro? Vous êtes 2, c'est bien, ça m'arrange pour ça. Juste quelques mots, on va parler ensemble un petit peu de l'entreprise après le reportage. Première réaction sur ce prix des Côtes d'Armor. Écoutez, nous sommes très honorés d'être là ce soir, de recevoir ce prix. On voudrait remercier avant tout nos équipes qui sont au cœur de la réussite de l'entreprise et qui nous permettent de jour en jour et d'année en année de gravir tous les échelons. Elles sont peut-être là aussi, mais je crois que le cadreur est à l'autre bout. On vous filmera tout à l'heure. On regarde le reportage et on reparle un petit peu d'Armor Meca ensuite. Airbus, Bombardier, Boeing, l'entreprise familiale costarmoricaine Armor Meca travaille pour les plus grands. Créée à la fin des années 60, elle a connu un redressement judiciaire en 1987 avant d'être reprise par Bernard Collat, l'un de ses salariés. C'est à l'époque que l'entreprise décroche son premier contrat dans l'aéronautique. L'aérospatiale commençait à démarrer, un petit peu émerger fin des années 80. Donc mon père a été tapé à la porte et puis ça rentrait assez facilement. C'était un cœur de métier nouveau, mais avec une technicité qu'on faisait déjà pour la DCN. Donc ça n'a pas été nouveau pour nous en termes de qualité et tout ça. Et on a démarré, on a eu nos premiers contrats qui ont été signés en 88. Dans les années 2000, Bernard Collat a laissé la direction de la société à ses fils. Depuis, le carnet de commandes ne désemplit pas. Sur le site de Plélin, où Armor Meca est installé, une centaine de salariés travaillent sur la chaîne de fabrication, à la maintenance, au montage, mais aussi dans les bureaux d'études. Entreprise de mécanique de haute précision, Armor Meca réalise de l'usinage de pièces dans tous les alliages. Un marché où peu de sociétés se sont aventurées. Aujourd'hui, les activités que nous réalisons, nous sommes plus que 16 fournisseurs mondiaux à le faire. Donc ça, c'est la contrainte, c'est d'être compétitif. Et puis après, forcément, des contraintes de qualité avec des normes associées, des normes ISO, aéronautiques et plein d'autres critères de qualité sur lesquels il faut être bon. Si Airbus représente environ un tiers de son chiffre d'affaires, avec 5000 références proposées à l'avionneur, Armor Meca investit également d'autres marchés. Des tourets spéciaux pour les militaires et même des clubs de golf.
Au début, c'était un petit pari. On voulait créer nos propres putters à la base. Et puis, on s'est pris au jeu. Et puis, notre bureau d'études a travaillé à plancher. Donc, aujourd'hui, on a 7-8 modèles différents. On est en train de démarrer l'export sur l'Asie et les États-Unis, là. Donc, avec plutôt des bonnes perspectives. C'est plutôt une aventure sympa qui est en train de démarrer et une nouvelle activité naissante. Ouais. Créative, fiable, audacieuse, l'entreprise bretonne n'a plus à faire ses preuves. Elle s'est forgée une solide réputation qui contribue à lui ouvrir de nombreuses portes. Aujourd'hui, on a la chance d'être reconnu parmi les gros donneurs d'ordre et en fait, ça nous donne une carte de visite systématiquement. On n'est pas connu sur le local, en tout cas sur le 22, mais on est connu sur le bassin nantais, le bassin nazérien, le bassin toulousain avec les clients. On s'est même connu en Allemagne aussi avec les différentes entités d'Airbus ou en Angleterre. Et en fait, c'est ça, notre carte de visite, c'est ça. En fait, c'est aujourd'hui le savoir-faire qu'on a avec des gros clients, des gros donneurs d'ordre en fait. Le plus d'Armor Meca, c'est de mêler la technicité avec l'organisation, tant sur le point de vue de la supply chain, tant sur le point de vue de la qualité et aussi le talent des hommes. Aujourd'hui, Armor Meca affiche un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros par an. L'entreprise espère un développement record, 30 à 40 salariés supplémentaires et un triplement du chiffre d'affaires d'ici à 5 ans. On va revenir sur ce développement. Tout d'abord, on parle d'Airbus, client et belle carte de visite. Est-ce un atout ou un danger d'avoir un tel client et autant de parts dans son activité ? Pour nous, c'est clairement un atout aujourd'hui. On a un fort développement avec Airbus qui est présent, partenaire avec nous. C'est aussi des exigences qu'il faut faire en interne, donc beaucoup de remises en question. Mais on a une visibilité qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être un peu serein, en tout cas sur une partie de notre carnet de commandes, et de pouvoir se développer, pouvoir investir, avoir des petites marges de manœuvre qui nous permettent aussi d'évoluer et d'être un peu plus serein. Oui. Que des atouts, quelques dangers ? Danger aujourd'hui, on aurait pu y penser encore en 2001. En 2001, il y a eu l'impact de la crise. Airbus, on n'a pas été impacté en direct avec Airbus à l'époque. Aujourd'hui, Airbus a quand même globalement bien diversifié son panel. Il travaille à peu près pour 60% pour l'Asie. L'Asie, c'est pas demain que l'Asie aura la crise, les Moyen-Orient non plus. Donc en fait, on est assez serein en termes. Il n'y a pas forcément d'inconvénients. Les seuls inconvénients qu'on a aujourd'hui, on les fait soumettre à nos équipes, c'est qu'on va très très vite parce que les donneurs vont très très vite et que la mutation, on est en mutation permanente, et ça nous oblige à nous remettre en question tout le temps. Donc voilà, ça fulmine un peu partout. Là, on a développé, on vient d'investir sur un nouvel établissement sur lequel on est rentré au mois d'avril. On sait déjà quasiment à court terme qu'on va être obligé d'avoir un deuxième moyen assez rapidement. Donc voilà, il faut suivre derrière. Bon, après, on a des partenaires qui nous suivent, donc c'est intéressant. Mais l'inconvénient, non, il n'y a pas forcément d'inconvénient majeur, si ce n'est qu'il faut tout le temps réfléchir à être meilleur que les autres et à pas perdre cette place. Exactement. Nick Leclésio. Oui, vous êtes donc installé à Dinan. Vous avez choisi de vous développer aussi sur Dinan, puisque vous êtes dans des nouveaux locaux. Quel est votre lien avec les entreprises locales et avec les acteurs que sont les collectivités locales ou d'autres partenaires sur votre territoire ? Comme votre voisin Serge Cordon. Tout à fait. Écoutez, on est effectivement au cœur du pays de Rance. Donc on connaît bien Serge d'ailleurs. Donc on a de très bons liens avec les collectivités. Elles nous permettent de nous développer, entre autres sur notre nouveau bâtiment et sur les quinzaines d'emplois qu'on a fait cette année. Donc cela nous permet au fur et à mesure d'avoir une empreinte de plus en plus forte sur le territoire dinanais. Et les perspectives à venir vont nous permettre encore de s'implanter et de marquer notre empreinte pour développer les emplois et la croissance du territoire. Et on espère aussi être dans la balance du commerce extérieur en développant de plus en plus à l'international. Quelles ambitions, justement ? Quelles sont les ambitions d'Armor Meca ? Comme vous l'avez entendu dans le reportage, donc on vise à tripler l'activité en 5 ans. En restant à Dinan ? Effectivement, en restant à Dinan. Après, est-ce qu'on aura d'autres opportunités pour développer encore plus ? Peut-être. Mais pour l'instant, nos perspectives sont sur le territoire dinanais.
Quels sont Est-ce qu'il y a un défaut justement à ce territoire? Là, si vous vous développez, si vous faites de l'emploi, est-ce que vous arrivez à trouver... je sais qu'on n'en a pas parlé, mais au niveau de l'emploi pour Lannion, l'intérêt était aussi de trouver des ingénieurs sur place. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi sur le bassin dinanais? C'est vrai que la croissance passe avant tout par les hommes qui composent l'entreprise et qu'effectivement l'attractivité du territoire, quand nous sommes dans l'aéronautique, le bassin dinanais n'est pas le plus développé dans l'aéronautique, je pense que vous le reconnaîtrez tous. Et donc effectivement, beaucoup d'ingénieurs vont plus vers Toulouse qu'à Dinan. Donc demain, nous avons une réflexion depuis déjà quelques années qui serait peut-être de développer des écoles, une école en tout cas de formation sur nos métiers qui sont à la pointe de l'industrie et une qui école nous en permettent... interne dans Tout à fait, ouais. D'accord. Et qui pourrait être éventuellement mutualisée avec d'autres entreprises si d'autres acteurs sont intéressés. Nous sommes prêts à discuter en tout cas, et puis même avec les collectivités aussi. Très bien, merci. On vous souhaite un beau développement. On arrive à la fin de l'émission. Vous pourrez poser toutes vos questions si vous en avez, le public, avec ces entrepreneurs. Serge Cordon, peut-être juste un mot sur Armor Meca avant de clore. Il nous reste quelques minutes. Moi, je suis président pour une année, donc je suis content qu'il y ait un dîner, parce que l'année prochaine, je n'aurai pas l'occasion. Hein. C'est ça. Donc, je suis content. Est-ce que vous avez des contrats? J'y ai été pour rien, hein. J'ai pas voté. C'est vrai? Ah non, il y avait un litige, un litige, je veux dire un choix à faire définitif. Bon, je dis, je suis neutre. D'accord. Donc ils l'ont mérité. Il y avait donc un litige. Très bien. Pas un litige, non, un choix difficile. On va essayer de savoir qui était. Voilà. Mais c'était bien. Mais c'est ça, c'est pas évident, hein, franchement. Très bien. Je vous remercie tous. Vous restez sur scène. Je vais vous demander de vous lever et de revenir sur scène, les lauréats, les remettants, pour la photo finale. Jean-Yves Carrier. Monsieur Carrier, qu'est-ce qui ressort de cette soirée? Quelques mots pour terminer cette... Le premier mot, c'est que la réussite, finalement, est aux quatre coins du territoire, puisqu'on a vu des entreprises de Dinan, de Lannion, de Lamballe, de Quintin, de Loudéac. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant, c'est qu'on réussit partout sur le territoire. Et puis je trouve qu'il y a des traits communs à toutes ces entreprises. Il y a un premier trait commun, c'est qu'elles ont toutes une vision de long terme. Mettez-vous sur l'avant. Ça se ressent dans la stratégie, ça se ressent dans les... Avancez-vous. Dans les efforts en recherche et développement, dans les politiques d'investissement. Donc cette vision long terme, c'est un point important. Deuxième trait commun, c'est qu'il y a une capacité à se remettre en cause, à être à l'écoute du marché, du client et s'adapter en permanence. Ça aussi, c'est un point fort. Troisième point, c'est, je pense qu'elles sont patientes, et on le voit notamment sur le développement à l'international, sur l'innovation. Il faut de la patience, et la patience paye. Quand on persévère, on réussit. Et puis, on a vu aussi que les entreprises sont agiles, elles sont très réactives. Lorsqu'il faut bouger, les chaînes de décision sont courtes, et ça, c'est, je crois, propre aux PME. Et puis enfin, un point qui est ressorti aussi dans toutes ces entreprises, c'est l'importance du capital humain. Tout ont parlé des équipes, et je crois que sans des équipes engagées, professionnelles, motivées, fières de l'entreprise, on ne réussira en rien. Ces équipes, elles sont en grande partie dans la salle, et je pense qu'on peut leur rendre un hommage, parce que c'est elles qui font la qualité des entreprises et des départements. Donc bravo à toutes ces équipes qui sont présentes. Voilà. Applaudissez-vous. On va clore cette édition sur d'autres rendez-vous à venir, d'autres rendez-vous économiques qui prendront place sur Armor TV tout au long de l'année. On a décidé qu'un rendez-vous par an, c'était pas assez. On va en faire de nouveau avec les entreprises tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Donc, Laurent Kifurus nous a soumis une idée à l'ensemble des fondateurs. Et donc, on a rebondi sur cette idée qui est de dire, effectivement, au-delà des Oscars, il y a des choses à montrer sur l'économie du département. Et donc, il y aura une émission par trimestre avec Armor TV où on retrouvera donc sous différents angles toute la richesse de l'économie départementale. Très bien. Quelques partenaires à remercier. On va... trop de partenaires à remercier, hein, c'est ça? Oui, alors simplement remercier quand même RDF qui nous a rejoints cette année. Donc, c'est leur première participation
participation, donc on est heureux. Remercier aussi tous les organisateurs de cette soirée. Donc c'est beaucoup de travail, hein, c'est pratiquement 6 mois de travail, donc je ne vais pas les citer, mais ils ont beaucoup œuvré. Remercier les entreprises qui ont participé à cette soirée. Il y a à peu près une quinzaine. Qui a fait le trophée, l'entreprise de Plaintel. Mais il y a une quinzaine d'entreprises costarmoricaines qui ont participé à la construction de cette soirée. Là aussi, je ne citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Et puis un grand merci à vous, Laura, pour cette animation et à toute votre équipe. C'est un plaisir. On a eu donc un grand plaisir. Les cadreurs et la réalisation d'Armor TV. Merci beaucoup. Merci. Alors, le journal ? Ouais. Alors oui, 2 mots quand même. Allez-y. Le prix donc pour les lauréats, donc ce sera une journée donc passée en commun sur un vieux gréement. Donc ce sera probablement en juin, donc avec un consultant sur la stratégie qui passera donc la journée avec vous, et puis on vous rejoindra le soir. Et puis je voudrais vous dire aussi qu'il y a à la sortie donc un journal, le journal des Oscars, que vous pourrez reprendre et qui fera donc qui vous retrouver sur ce journal, donc les entreprises, et donc un mot de Serge Cordon donc sur la 2e édition de